Je vous ai présenté il y a quelques jours ce qu'était le bracketing, cette technique qui permet de faire plusieurs photos en faisant varier entre chaque cliché les réglages. Nous nous sommes plus particulièrement attardés sur le bracketing d'exposition qui permet de prendre plusieurs clichés en faisant varier à chaque fois comme paramètre l'exposition. À savoir prendre notamment un cliché d'exposition moyenne, on va dire l'exposition nominale, plus un cliché sous-exposé, par exemple à -1 stop, et un cliché surexposé à +1 stop. Nous avons vu aussi la dernière fois qu'il y avait plusieurs façons d'exploiter ces multiples photos résultantes du bracketing, et l'une d'entre elles était le HDR que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui nous allons parler, comme vous me l'avez demandé, de HDR. HDR pour High Dynamic Range. Donc je vous rappelle, c'est une technique qui nous permet de combiner plusieurs photos prises à des réglages d'exposition différentes afin de simuler une extension, je vais dire, de la plage dynamique de notre appareil photo. Donc en gros de faire quelque chose en recombinant différentes photos que l'on ne serait pas capable de faire en une seule photo avec un autre appareil photo du fait de la limitation de sa plage dynamique. Comme on l'a vu pour le bracketing d'exposition, bien évidemment, cette technique s'applique surtout quand nous avons une scène avec de forts contrastes, avec des zones sombres, très sombres, qui s'opposent avec des zones éclairées, très éclairées. Donc si on veut arriver à faire une photo avec des détails dans les zones sombres et des détails dans les zones éclairées de notre scène, la seule technique envisageable, c'est le HDR. Le HDR est une technique efficace et qui permet de vraiment répondre à cette problématique de plage de dynamique. Mais il faut quand même faire attention à son utilisation parce que le résultat peut être soit naturel, soit rapidement dérivé par quelque chose qui ne fait pas vrai et qui au final va desservir votre photo. De façon générale, le principe de constitution d'une photo HDR, il se décompose à 3 étapes. La première, c'est la prise de vue. Donc là, je ne vais pas y revenir en détail, on va passer assez rapidement. C'est l'utilisation du bracketing pour obtenir N clichés avec des expositions différentes. On va y revenir. La deuxième, c'est d'utiliser un logiciel dédié, HDR, qui va nous permettre de combiner nos photos pour réaliser le cliché final, le cliché HDR. La troisième étape sera d'utiliser cet outil ou un autre pour finaliser notre photo et enfin d'obtenir une photo résultante convenable. Alors cette troisième étape peut être réalisée soit par l'outil qui permet de réaliser la photo HDR, soit par un outil de développement standard. Donc je vais revenir brièvement sur la première partie qui consiste globalement à utiliser la technique du bracketing pour faire quelques photos en faisant varier l'exposition de notre scène. Donc je vous rappelle, il faut que la scène s'y prête, donc avec de grands écarts et de grands contrastes entre les zones sombres et les zones éclairées. De façon générale, on utilise la fonction automatique de son appareil photo de bracketing. On choisit le nombre d'images, ça peut être 3, 5, 7, voire plus selon les appareils photo, et le pas que l'on veut faire, qui peut être 1 tiers, 2 tiers, 1 IL, 2 IL, ce que vous voulez, c'est à vous de vous adapter en fonction de la situation. Bien évidemment, il faut quand même shooter dans des conditions particulières. Alors au-delà de la qualité de la scène, il faut de façon générale shooter sur trépied, parce que chaque photo doit être en termes de prise de vue identique, donc on ne doit pas pouvoir bouger entre les deux. Évitez de faire ça quand il y a du vent, ou d'avoir des éléments dans votre scène qui gênent, qui bougent. Donc utilisez la fonction bracketing, essayez de shooter avec les ISO le plus bas possible, donc idéalement sans ISO. Voilà, pour limiter le bruit dans la photo. Et surtout, enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que je préconise, shooter en RAW, ce qui vous laissera toute latitude en post-production, avant vraiment de faire intervenir votre outil de HDR, de pouvoir lisser, notamment d'une photo à l'autre, par exemple la blanche des blancs, ou tout autre réglage. Spécifiquement pour cette vidéo, je suis sorti et j'ai fait plusieurs ensembles de clichés en utilisant la fonction bracketing. J'ai fait des ensembles de 3 clichés, des ensembles de 5 clichés, des ensembles de 7 clichés, à chaque fois en ayant un certain nombre de photos sous-exposées, de photos normalement exposées, de photos surexposées, pour justement pouvoir faire des exemples et les utiliser dans ce tutoriel. Donc je vous montre là
3 photos d'un exemple, voilà. Donc je vous dis, la scène se prêtait pas forcément spécifiquement à faire du HDR, mais bon, j'ai fait en fonction de ce que je pouvais. Donc vous avez ici la photo nominale, la photo sous-exposée et la photo surexposée. Voilà, ça sera typiquement voilà, un exemple que nous utiliserons dans notre vidéo pour simuler la combinaison de ces photos-là pour constituer une photo résultante avec une haute plage dynamique. Alors je vous le rappelle, je ne rentre pas dans le détail de comment utiliser le bracketing, là je vous renvoie vers le tuto sur le bracketing de la dernière fois. Maintenant que nous avons nos photos avec la même scène avec des expositions multiples, il va falloir les exploiter et les combiner pour réaliser notre HDR. Pour cela, on peut utiliser des outils ou des logiciels dédiés ou en tout cas qui intègrent une fonction de combinaison HDR. Il en existe de multiples sur le marché, je ne vais pas tous les citer, on ne va pas tous les voir. Typiquement, vous avez Photoshop qui inclut dans son module, je regarde mes petites notes, Fusion HDR Pro, la fonctionnalité de générer du HDR. Lightroom fournit via son module Fusion HDR aussi la possibilité de faire du HDR. Vous avez un outil qui a l'air pas mal utilisé, pas mal publicité, qui s'appelle Photomatix Pro. C'est un outil payant, bon, au même titre que Photoshop et Lightroom, vous me direz, mais qui est vraiment dédié, spécialisé, qui a l'air pas mal. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Donc je vous laisserai voir. Après, vous avez un autre outil ici qui revient, qui s'appelle Fusion HDR Pro, pareil, qui est un outil payant. Sinon, dans les outils gratuits, vous avez, comme j'avais cité tout à l'heure, les outils de retouche photo Lightroom, vous avez The Gimp, avec son module Exposure Blender, a priori, c'est ce que j'ai pu trouver dans la littérature, je ne connais pas, qui permet pareil de faire du HDR, mais il existe bien d'autres outils payants ou pas payants. Moi, personnellement, mon préféré, celui que j'utilise le plus souvent pour les quelques photos HDR que je fais, c'est un outil de la suite Nik Collection, que je vous avais déjà parlé de la suite Nik Collection. Je vous rappelle ici, dans le petit i, l'outil, la vidéo de présentation de la suite que j'avais fait il y a bientôt 2 ans maintenant. Donc c'est un outil d'une suite professionnelle qui est devenue gratuite, qui a été rachetée par Google. Donc c'est encore, pour l'instant, je crois encore en téléchargement. Je vous mets le lien dans la description parce que ça risque de disparaître un jour ou l'autre et c'est quand même des outils performants. Donc moi j'utilise l'outil HDR FX Pro 2 qui est intégré dans cette suite qui est, je vous rappelle, gratuite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment générer une photo HDR à partir de 3 outils. Lightroom, Photoshop et l'outil de Nik Collection HDR FX Pro. Donc nous allons commencer tout de suite par Lightroom. C'est parti. Donc on se retrouve sous Lightroom où là j'ai chargé quelques essais que j'ai pu faire. Donc j'ai fait des tests à un bracketing de 3 photos, de 5 photos, de 7 photos. Donc la scène n'était pas forcément la plus idéale pour tester du HDR, mais bon, ça nous permettra en tous les cas de voir comment on réalise du HDR et on combine ces photos avec plusieurs solutions. Donc la première que je vais vous montrer, c'est avec Lightroom. Alors avant de vous montrer sous Lightroom, la première chose que je voulais dire, c'est que l'avantage sous Lightroom, c'est que vous pouvez travailler directement avec vos RAW. Et derrière, la photo résultante, il va vous gérer un DNG, donc l'équivalent d'un RAW aussi. Donc derrière, vous pourrez post-traiter de la même façon qu'une photo. Donc ça, je pense que c'est quand même un avantage, parce qu'on ne peut pas forcément toujours faire ça avec toutes les solutions, on le verra tout à l'heure. Donc là, je vais faire un test avec ces 3 photos. Voilà, donc là, celle-ci, voilà, je les ai pas post-traitées, hein, ou quasiment pas, j'ai dû juste rajouter la correction de l'objectif. Voilà, et celle-ci, pour la plus claire, donc c'est des photos qui ont été faites à 0, plus 2 tiers d'IL et moins 2 tiers d'IL. Donc si je sélectionne mes 3 photos sous Lightroom, voilà, après vous allez dans le menu, voilà, photo, fusion, 2 photos, HDR. Et là, quelque part, vous le laissez travailler, donc ça prend plus ou moins de temps en fonction de la puissance de votre ordinateur, bien évidemment, et du nombre de photos. Donc ici, vous avez les options standards, alignement automatique ou pas. Les paramètres, moi je laisse tout en automatique, je laisse Lightroom s'arranger.
Le niveau de correction du décalage, donc ça c'est si d'une photo à l'autre vous avez potentiellement eu des petits mouvements. Donc je pense si vous faites par exemple des arbres et que il peut y avoir un petit vent, un truc comme ça peut être intéressant. Voilà, il va corriger les images fantômes, ce genre de choses. Et ici vous avez une option, afficher l'incrustation des corrections de décalage, ça vous permettra de voir éventuellement justement ces petits fantômes, ce genre de choses. Moi je laisse en standard, là de toute façon dans mes photos il n'y avait pas de vent, donc mes images elles sont nickel, donc je pense que le résultat va être correct. Donc après quelques minutes, il nous a généré un aperçu ici. Et après, bon, si l'aperçu nous va, voilà, vous pouvez lui demander de fusionner. Et là, c'est reparti pour générer la version finale, donc le DNG. Donc là, pareil, on est reparti pour une minute ou deux. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Vous voyez ici la barre de défilement qui vous dit qu'il est en train de créer le fichier final. Il a fini de générer son fichier et vous voyez ici je me retrouve avec un fichier DNG qui contient mon HDR. Donc bon, je vous dis là l'effet il n'est pas waouh parce que bon, il n'y avait pas une grande plage de dynamique sur mes photos. Mais si on se rappelle la photo d'origine, la 1, celle pas corrigée, la photo sous-exposée, la photo surexposée et la photo HDR résultante. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas de dégradation de l'image. Là, c'est pas un effet trop poussé, je dirais quelque part. Mon image, si je vous le dis pas, on dirait pas que c'est une image HDR. Voilà, vous voyez, zoomé, la qualité que je peux avoir, c'est largement correct en termes de piqué. Mais le but du HDR, c'est pas d'améliorer le piqué, c'est vraiment d'améliorer la plage dynamique. Voilà, vous avez pu voir comment je peux développer, vous pouvez développer si vous avez Lightroom, une photo HDR directement intégrée par Lightroom. Vous voyez, vous utilisez directement vos RAW que vous avez développés avec Lightroom et ça vous génère directement dans votre catalogue Lightroom quelque part en HDR version RAW au format DNG. Donc c'est l'avantage, je pense, de la solution. Le deuxième outil que nous allons voir maintenant, c'est l'outil Photoshop. Donc le logiciel que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter, donc avec son module HDR Fusion Pro. Voilà, nous sommes maintenant sous Photoshop. Donc pour faire du HDR sous Photoshop, vous allez dans le menu Fichier, Automatisation, et vous avez ici un menu Fusion HDR Pro. Donc comme d'habitude, il vous demande cette fois-ci de choisir vos fichiers. Ça peut être des fichiers JPEG, ça peut être des fichiers RAW. Alors je tiens à dire tout de suite, si vous prenez des fichiers RAW, vous allez avoir, il va travailler directement, en tous les cas moi sur ce que j'ai vu, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger parce que moi j'ai pas vu comment faire différemment. Il va travailler en fait sur le JPEG du fichier RAW, quoi, sur le fichier RAW non développé, on va dire ça comme ça. En tous les cas, tel qu'il va l'interpréter avec Camera Raw. Donc là, je vais chercher mes images. Donc pareil, les trois mêmes images que tout à l'heure avec Lightroom. Donc voilà, c'est là. La 3, la 4 et la 5. Donc il n'a aucun problème pour travailler avec les RAW, vous voyez les CR2 de Canon. Et là, il va ouvrir un calque par image qui va lire le RAW avec Camera Raw. Et après, il va traiter tout cela. Voilà, maintenant, il traite ces calques pour les aligner, pour les corriger, jusqu'à nous proposer sa vision. Et voilà, maintenant, il travaille à proposer, voilà, une version de travail. Donc, vous voyez, en bas, il vous montre les photos avec les évolutions qu'il a trouvées. Donc, il a bien trouvé 3 photos, une version à 0 stop, une version à moins 2 tiers de stop, une version à plus de tiers de stop. Donc si vous avez 6 ou 7, ça vous permet de voir à peu près les réglages que vous aviez fait, les deltas entre deux photos. Et derrière, il vous propose ici de développer votre photo, après en fonction d'un certain nombre de paramétrages, avant de faire la fusion finale. Vous avez éventuellement ici des presets. Alors à vous de voir, voilà, photo avec faible contraste monochrome.
ici contraste élevé, surréaliste. Voilà, en gros, il vous permet de jouer vraiment sur les résultats pour obtenir la version finale de votre photo. Vous pouvez jouer voilà, sur les contours, ce genre de choses. Moi, je ne vais pas trop jouer là-dessus. Sur la correction de gamma, voilà, si vous voulez éclaircir ou assombrir votre photo, vous pouvez jouer sur l'exposition. Vous pouvez jouer sur le détail, savoir si c'est plus fin en termes de détail, avancer, foncer. Enfin bon, je vous laisserai regarder. C'est guère plus compliqué. Voilà, vous jouez avec les petites tirettes là, jusqu'à ce que vous obteniez un résultat satisfaisant. Et une fois que vous êtes bon, vous faites OK. Et il vous crée le fichier HDR résultant. Voilà, création du HDR final. Et voilà la photo résultante. Vous voyez, c'est guère plus compliqué tant que vous restez dans, je veux dire, des réglages de base. Voilà, vous avez pu voir une nouvelle fois comment générer une image HDR à partir de nos photos. Vous avez vu que là, on peut aussi utiliser nos RAW. La limite que moi, je mettrai pour l'instant, mais bon, peut-être que j'utilise mal, je ne suis pas suffisamment spécialisé, c'est que on peut utiliser les RAW, mais on ne peut pas utiliser les RAW développés, c'est-à-dire directement issus de Lightroom. Donc du coup, on s'appuie sur, pour moi, enfin ce que je pense, est l'être le JPEG qui est intégré dans le RAW. Voilà. Après, par contre, on peut aussi l'utiliser avec des JPEG que vous auriez développés. Mais si on veut travailler sur le RAW d'origine, c'est la seule façon que j'ai trouvée. Voilà, pour terminer la partie exploitation de nos différentes photos, on va voir maintenant comment utiliser l'outil de la suite Nicollection HDR FX Pro. Voilà, nous voici maintenant sur le troisième outil que je vous présente assez rapidement. Et j'avoue que c'est mon outil préféré parce que je pense que c'est... Mais bon, il y en a d'autres, mais en tous les cas, dans ceux que moi j'utilise, c'est celui avec lequel je préfère faire des HDR, même si j'en fais pas tant que ça, il faut se l'avouer. C'est l'outil HDR FX Pro 2 de la suite Nicollection. Sauf à ce que je me trompe. Et là, pareil, vous avez le droit de me corriger dans les commentaires. Ça ne travaille que sur des fichiers JPEG. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé et j'ai exporté au format JPEG bonne qualité une série de 7 photos du même lieu que j'avais fait en même temps. Et donc là, on va essayer de voir comment faire un HDR avec 7 photos. Donc là, toujours pareil, l'idée c'est de choisir les images sur lesquelles on va travailler. Voilà, donc ces photos, je les ai là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je les ouvre, donc c'est des photos format JPEG, donc je vous rappelle que j'ai déjà développé et que j'ai exporté à partir de Lightroom. Donc là, il les charge pour pouvoir travailler dessus. Ouais, moi je trouve qu'il est assez simple pour être appréhendé, voilà, par un débutant, par n'importe qui. Moi j'avoue que en termes de lecture et même de paramétrage pour obtenir le résultat final, c'est un peu fidèle à la philosophie de tous les produits de Nicollection. Il vous propose pas mal de presets, pas mal de réglages faciles à appréhender. Donc on va voir ça tout de suite dès qu'il aura chargé ses images. Voilà, donc maintenant il commence à faire le pré-traitement pour avoir un rendu de travail. Il aligne les images. Voilà, il traite les fantômes comme d'habitude. Et il génère l'aperçu final, enfin l'aperçu de travail. Voilà, donc une fois qu'il a fini de charger, de pré-traiter les images, il vous affiche un rendu temporaire. Vous voyez un peu comme sous Photoshop. Il vous affiche ici les images pour lesquelles il a détecté les écarts. Donc l'image de référence à 0, celle à plus 1 tiers, 2 tiers, 1, moins 2 tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 1. Et là, sur cette image temporaire, vous avez la possibilité de régler la luminosité générale de votre photo finale. Vous voyez, vous pouvez éclaircir ici l'exposition ou la diminuer. Vous pourrez jouer aussi ici sur l'alignement, la réduction des images fantômes comme d'habitude, et éventuellement la correction des aberrations chromatiques. J'avoue que j'ai jamais trop touché avec ça, parce que comme de toute façon les aberrations chromatiques, je les enlève à la génération de mes photos JPEG, donc j'ai pas besoin de le faire à ce stade-là. Une fois que vous êtes OK sur le rendu final, vous pouvez créer sur le bouton HDR la version, là pour le coup je vais dire, de travail avant d'enregistrer la photo finale.
Voilà, une fois qu'il a fini de traiter les images et de les fusionner, il vous propose maintenant de pouvoir travailler sur le rendu final de votre photo. Donc voilà par défaut le HDR qu'il nous restitue. Et maintenant, vous retrouvez l'interface standard, je dirais, des produits Nicollection, avec ici un tas de presets que vous pouvez appliquer. Et ici, un certain nombre de paramètres que vous pouvez aussi appliquer pour affiner le résultat. Alors on voit que là on est dans le preset par défaut, vous avez des presets si on change, voilà, là le temps qu'il applique, voilà, il appelle équilibré, profond, donc c'est jamais que des presets qui appliquent des paramètres différents ici, donc soit vous choisissez un preset qui vous va bien par rapport au rendu final, donc, vous voyez celui-là par exemple il est pas mal, il met bien en valeur le jaune de la lumière du coucher du soleil, profond 1, profond 2, voilà, donc après, soit vous jouez avec des presets, donc vous voyez, ça peut aller, hein, donc je lance doucement, et puis mon ordinateur qui rame, c'est pas forcément facile, voilà, le temps qu'il rafraîchisse les petites vignettes. Vous pouvez aller de quelque chose de très réaliste jusqu'à quelque chose qui ne l'est pas du tout, donc on va descendre peut-être vers la fin, voilà, on va y attendre qu'il affiche ses petites vignettes, voilà, par exemple, on va prendre ici pâle et structuré. Donc vous voyez, il applique les presets. Pour l'instant, on n'a rien validé, donc c'est pas destructif. Hein. Donc voilà, vous voyez, là, après, on part dans des choses qui sont... Voilà, après, ça dépend du rendu que vous voulez avoir, mais ça peut être des choses qui sont complètement différentes et qui ne collent plus du tout à la réalité. Donc, extérieur 2, par exemple. Voilà. Charge à vous, après, je vous dis de voir. Vous pouvez me les convertir en noir et blanc. Vous devez avoir ici voilà, une version monochrome artistique. Voilà, vous voyez, c'est à vous à voir. Donc, je vais repartir sur le par défaut. Et je vous disais, chacun de ces presets joue avec ces paramètres ici. On peut jouer sur les tons, on peut jouer sur l'intensité, on peut jouer sur le rendu HDR avec ici une petite tirette de profondeur qui peut prendre les valeurs fort. Alors le temps qui traite l'image. Normal. Voilà, vous voyez encore le rendu il reste correct. Ici, délicat. Et on peut aller jusqu'à désactiver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rendu. Donc voilà, par exemple, on va rester sur normal. Moi j'aime bien les rendus HDR qui restent au plus proche de... C'est-à-dire que ça se voit pas de façon générale. Après vous allez à la partie détail, donc vous pouvez aller de grunge. Alors là on va le laisser travailler, donc voilà. Donc là on commence à s'écarter, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans... On affine les détails et ça devient pas forcément super réaliste. Vous avez une partie détaillée, une partie accentuée, une partie réaliste et une partie doux. Voilà, doux c'est presque un peu trop lissé. Voilà, réaliste c'est ce que vous auriez en naturel. Voilà. De façon générale, si vous aimez bien les HDR qui se voient pas, naturel, réaliste, c'est pas mal. Et après ici vous avez une partie sur l'ambiance, et donc ça peut aller, cette fois-ci je vais aller dans l'autre sens, de à plat. Donc là on est plus je pense sur les contrastes. Naturel, toujours pareil, voilà, donc vous voyez, je vous propose toujours de pouvoir faire un traitement soft ou des traitements plus hard en fonction de ce que vous voulez aller. Profond. Alors je sais pas si à chaque fois l'évolution se voit forcément sur la photo vu que je joue paramètre par paramètre, miteux. Vif. Voilà, à chaque fois on voit quand même l'image qui évolue un petit peu, j'espère que ça se voit d'une photo à l'autre, et granuleux. Voilà, donc après c'est à vous à voir, qu'est-ce que vous voulez avoir. Moi je vais remettre sur naturel. Vous pouvez jouer sur la tonalité, donc globalement les paramètres généraux de votre image, l'exposition, les tons clairs, les ombres, ce genre de choses, le contraste, les noirs, les blancs. Donc c'est le développement presque standard que vous avez sur vos outils de développement. Éventuellement la structure qui est globalement la clarté. Je ne vais pas y toucher. Vous pouvez jouer là sur la balance des blancs. Vous pouvez saturer, vous pouvez renforcer un petit peu. Donc là par exemple je vais renforcer légèrement la balance des blancs dans les jaunes. Pour mettre un petit peu en évidence par exemple la lumière du soir. Voilà, vous voyez, il faut que ça reste un peu soft.
Les points de contrôle ici, je ne vais pas rentrer là, je ne fais pas vraiment un tuto en détail, mais je vous ramène vers le tuto que j'avais fait sur les outils Nini Collection où j'expliquais comment fonctionnaient les points de contrôle. Je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé par l'outil. Je vous rappelle qu'il est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Que c'est un outil, donc voilà, donc ça c'était plus pour voir la loupe, pas besoin de la loupe. C'est un outil professionnel, hein, puisque c'était des outils qui étaient vendus assez cher d'ailleurs à l'époque, et que maintenant qui sont gratuits. Donc derrière, j'avais dit que pour la sortie, j'allais peut-être faire un profond 1 ou 2, non, peut-être profond 2, tiens, pour voir. Voilà, de ma photo. Bon, vous avez votre photo résultante. Moi, je trouve qu'il pète pas mal. Là, voilà, allez, après, on aime, on n'aime pas. C'est toujours pareil. C'est pour ça qu'il y a plein de presets ou plein de réglages. Vous avez la latitude à faire ce que vous voulez. Et une fois que vous voulez, vous faites enregistrer sous. Voilà, c'est hop. HDR test 1 et vous avez généré votre fichier JPEG. Voilà, donc il m'a créé mon image. Donc voilà pour cet outil de la suite Nini Collection HDR FX Pro 2. Donc vous voyez, cet outil est puissant et nous permet de faire pas mal de choses, de générer notre photo HDR et de faire le post-traitement pour appliquer preset pour avoir des réglages pour obtenir une photo résultante qui soit soit photoréaliste, soit un peu irréaliste quelque part, mais ça c'est au choix de chacun. Pour conclure maintenant, nous avons vu que le HDR est une technique relativement simple à mettre en œuvre qui s'appuie sur le bracketing d'exposition et sur un outil gratuit ou payant qui va nous permettre de combiner les photos résultantes pour obtenir une photo qui a une grande plage dynamique. Donc cette technique s'applique vraiment quand on a de forts contrastes dans notre scène entre la partie sombre et la partie éclairée et qu'on n'arrivera pas à restituer du détail dans la partie sombre et la partie éclairée avec la plage dynamique de notre appareil photo. Donc elle est très utile et elle est vraiment simple à mettre en œuvre, c'est ce que l'on a pu voir. Alors on a vu qu'il existait de multiples outils ou logiciels qui nous permettent d'assembler nos photos pour générer notre fameuse photo HDR. Donc ces outils sont différents, ils sont du plus simple au plus complexe, permettent un certain nombre de fonctionnalités de l'un à l'autre plus ou moins développées, ils sont payants, ils sont gratuits. Voilà, charge à vous à voir celui qui vous convient le mieux et de l'utiliser. Moi personnellement, je vous l'ai dit, celui que je préfère c'est celui de l'outil de la suite Nini Collection qui s'appelle HDR FX Pro. Je pense qu'il est autonome, je dirais, du début jusqu'à la fin. Alors ça intègre certes en entrée pas des RAW, des JPEG, mais derrière ça permet de la combiner, d'avoir une prévisualisation d'un HDR, d'y appliquer des post-traitements de façon à avoir le rendu, quelque part le rendu final que l'on désire. Justement en termes de rendu, je reviens sur le fait de faire attention à l'utilisation du HDR. Il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie et appliquer des réglages naturel, entre guillemets. Un bon traitement HDR ne se voit pas. Par contre, la limite est assez floue et assez fragile pour qu'on passe d'un HDR naturel à un HDR qui fait pas vrai, qui fait réaliste et qui se voit et qui dessert votre photo. Donc faites très attention à cela. Il ne faut pas faire du HDR juste pour faire du HDR. J'en termine là, je pense que vous avez vu les différentes étapes, le bracketing d'exposition, notamment en se référant au tuto précédent, les différents logiciels pour assembler notre photo pour faire en HDR et comment le post-traiter éventuellement avec les logiciels qu'on a à notre disposition, le choix de l'outil, les limites d'utilisation en faisant attention à la partie photoréaliste, je vais dire ça comme ça. Donc si ce tuto vous a plu, écoutez, je vous propose de mettre un petit pouce bleu, voilà, ça aide toujours à référencer la chaîne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en complément de logiciels que j'aurais pas cités que vous utilisez, qui sont bien payants, pas payants, faciles d'utilisation ou pas, d'erreurs que j'aurais pu commettre parce que je connais pas tous les logiciels. Voilà, après chacun on utilise un peu les logiciels à sa façon et on connaît pas forcément toutes les déclinaisons, toutes les fonctionnalités. Donc voilà, on sait jamais. Enfin, de façon générale et comme d'habitude, vous avez la parole dans la zone de commentaires pour me compléter, pour me corriger, pour donner votre point de vue. Voilà, merci de m'avoir suivi dans tous les cas. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit pourboire, c'est ici, dans les petites icônes Tipeee. Je vous mets ici, comme d'habitude, les épisodes à voir et à revoir.
Merci. Au revoir.